Je tiens à vous présenter des excuses, car il semblerait que mon intro sur Scar de la semaine dernière ait offensé quelques personnes. On m'a dit oui, mais t'as rien compris, sa coiffure est un hommage à la Chine antique, et c'est vrai que j'avais complètement oublié que la planète Sakar était jumelée à Pékin, alors je tiens à le redire ici vraiment, tant mieux qu'il soit fan de bodybuilding, tant mieux qu'il soit fan de Jet Li, tant mieux que ça soit le fils de Shrek et Fiona, ça fera un super crossover quand son père biologique viendra le récupérer des mains de Hulk. Un petit point agenda, puisque les 5 et 6 novembre prochains, c'est à Marseille, à domicile, que ça se passe, au Hero Festival, où j'ai la chance d'avoir mon petit coin du comics. Ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas, et donc là, c'est un petit coin, mais cosy, comme je les aime. Il y aura peut-être plusieurs surprises à venir, mais 3 artistes pour l'instant. Sylvain Repos, avec Yojimbot, et c'est la première fois qu'il dédicace à Marseille depuis la sortie de Yojimbot, le tome 1, alors qu'on est bientôt au tome 3. Roland Bosky également, qui travaille pour Marvel, qui a fait du Star Wars, et qui va venir principalement pour The Scumbag avec Rick Remender chez Image. Et alors, si vous aviez l'habitude de voir le dessinateur, et bien là vous allez voir pour la première fois le scénariste dans le coin du comic, puisque Bruno Bessadi sera là avec son Ogre Lion évidemment, dans la sortie du tome 2 est imminente. À plusieurs animations sur scène, un quiz, un grand quiz, une battle de dessin qui opposera Bruno Bessadi à Sylvain Repos, la revanche de Thionville. Il y aura plusieurs animations directement sur le stand, notamment des petits quiz. Donc voilà, venez, il me tarde vraiment de vous y rencontrer. Moi je suis brûlant. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 370e JT Comics. Michael Keaton aurait empoché 2 millions de dollars pour tourner son caméo dans Batgirl. Il serait resté une semaine sur le tournage. Il aurait fallu à Zaya de l'époque 1000 nuits pour empocher la même somme, quasiment dans le même latex, sauf que c'est en jouant avec Frank Ribéry, elle. Donc je comprends mieux pourquoi elle s'est tournée vers l'industrie du cinéma. Quant à nous, il est temps plutôt de nous tourner vers les news de la semaine. Le Kang a sonné. Pendant que DC se régale des plus de 200 millions de dollars engrangés pour le premier week-end d'exploitation au box-office par leur propre Black Adam, tout ça en attendant que Marvel sorte de sa poche la carte Black Panther et submerge le box-office pour de longs mois à venir, et bien justement Marvel dévoile les premières images de sa phase 5 avec le trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania qui présente le prochain grand méchant du MCU après Thanos. Et bien ça sera Kang, un vilain iconique créé par Stan Lee et Jack Kirby, capable dans les pages des comics de résister aux assauts les plus furieux de Thor, à moins que celui du MCU préfère tenter de le déstabiliser directement avec un chabit, et le pire c'est que ça pourrait marcher, incapable de résister aux attaques du Silver Surfer, incapable de rendre jaloux Fatalis en personne grâce à son génie technologique, un génie militaire et stratégique également, incapable de tuer tous les variants qui sont présents de lui-même dans le multivers, capable d'asservir 3 trilliards de personnes dans 1 million de mondes qu'il a conquis, capable de soumettre jusqu'à nos propres dirigeants sur la planète Terre et de battre tous nos héros en 1v1. L'histoire ne dit pas si c'est au 2e sous-sol d'un parking souterrain. Là c'est Ant-Man qui va se la jouer émissaire et peut-être finir au fond du trou. Alors je parle pas de la fameuse théorie de Thanos, mais bel et bien du Perse qui voulait un petit peu d'eau et de terre de Sparte. C'est la fourmi qui va le rencontrer en tout premier, tout ça à cause de sa fille Cassie Lang qui s'est mis en tête de créer et surtout d'activer un satellite quantique qu'on pourrait traduire en français par un appareil à emmerde. Éric Zemmour se serait empressé de déclarer au moins quand elle joue avec la machine à laver, il n'y a bien que le linge qu'elle risque de rétrécir, ces connasses, avant d'appeler à manifester contre toutes les femmes qui pensent. Alors, Ant-Man, ça va être beaucoup plus de fiction que de science, vous l'aurez compris, donc c'est propice à toutes les théories. Kang a l'air présenté comme un bon gars dans la bande-annonce, simplement parce qu'il respecte Scott Lang en l'appelant Ant-Man, alors qu'on sait très bien qu'il a tué, qu'il va être le grand méchant de la phase 5 voire 6 du MCU. Il n'était pas censé avoir d'autre Kang que celui de la série Loki dans le multivers. Alors, apparemment, tout est parti en couille. On va voir comment est-ce que celui-ci, qui a l'air d'être la version principale qu'on connaît dans les comics, a pu subsister, voire on dirait qu'il a toujours été là dans sa ville futuriste de Chronopolis, dans le royaume des Morpions, le royaume quantique qui ne l'a jamais vraiment intéressé dans les comics, mais là, pourquoi pas. Une chose qui est frappante, c'est que bien plus que dans les Gardiens de la Galaxie, qui là semble trop occupé à chasser Kevin Bacon pour en faire cadeau à Star-Lord pour le réconforter, eh bien, il y a une vraie esthétique Star Wars dans ce Ant-Man, on ne l'attendait peut-être pas ici. Il y a les cantinales et déserts,
militaires, les aliens, les vaisseaux spatiaux. Alors si vous ajoutez à ça le côté miniature, les fans de comics des années 80 se rappelleront peut-être de la série Les Micronauts qui avait été créée pour promouvoir des jouets, une gamme de jouets donc, qui vivaient des aventures dans un micro-verre à la Star Wars. C'est peut-être ce qu'on aura de plus proche inspiré des Micronauts dont Disney, dont Marvel n'a plus les droits d'ailleurs. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, si vous êtes hypé comme on dit par le film Ant-Man ou rien du tout. Moi en attendant je veux pas savoir où est MODOK, je veux pas savoir quel rôle a Bill Murray dans le film, je veux juste savoir pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette coupe à Janet. Je sais que c'est censé être la guêpe mais là ça pique un peu beaucoup. Super film. Chez la Warner, tout le monde va vous faire croire que le patron des films d'ici, Walter Hamada, a démissionné parce que Black Adam est un désaveu de sa politique sur les films d'ici alors que c'est lui le patron. Non, moi je pense qu'il est vraiment imprimé dans le gros torse de Dwayne Johnson, comme Han Solo dans la carbonite. On verra quelle direction prendra le DC Extended Universe après son départ. Ce qui est sûr, c'est que Henry Cavill a officialisé son retour en Superman et il a précisé que ça ne serait pas juste le coup d'une fois. Mais moi Henry, crois-moi, j'ai beaucoup de copines, voire même quelques copains qui rêveraient de t'enlever ton slip rouge et de t'encaper même pour le coup d'une fois. Mais non, l'anglais fait ça bien, il te propose une tasse de thé, il est dans la relation longue. D'ailleurs, ils nous promettent même qu'il va falloir attendre un petit peu avant de voir un affrontement entre lui et Black Adam. C'est Dwayne Johnson qui le dit d'ailleurs. Y aura-t-il affrontement? On ne sait pas. Mais c'est d'ici, ça, ils sont confiants et prévoyants. La preuve, ils ont déjà un script pour The Flash 2, à moins de cryogéniser Ezra Miller pour pas qu'il fasse de conneries d'ici là. Je vois pas comment c'est possible, surtout quand on sait le chantier qu'a été le premier. Mais attention Henry, tu as contrarié certains de tes amours passés, les fans de Zack Snyder, les fans de la Snyder Cut, qui se souviennent que tu n'étais pas spécialement pour la sortie d'une Snyder Cut, qui ne veulent pas d'un Man of Steel 2 si leur réalisateur fétiche n'est pas impliqué, qui veulent te revoir non pas en rouge et bleu mais en noir, noir comme leur âme. Certains appellent déjà au boycott, et c'est bien de rappeler également qu'il s'agit que d'une frange vraiment minime et assez marginale de tous les fans de Zack Snyder, qui sont plutôt tranquilles et qui s'en foutent un petit peu au final. Une campagne d'ailleurs qui a beaucoup mieux marché et qui a usé de beaucoup plus de positivisme, c'est celle qui a permis à Daredevil de revenir se mettre littéralement au vert dans la série She-Hulk, et Charlie Cox a tenu à remercier tous les participants de cette campagne qui ont rendu son retour possible quand lui-même avait perdu espoir. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, il doit sa carrière à ces gens-là. En plus, il se fait l'avocat de pas mal d'idées qui bouillonnent dans son esprit. Il voudrait que les studios Marvel notamment mettent plus de moyens en effets spéciaux pour rendre les combats encore meilleurs, et en même temps il s'entraîne avec un prof de MMA, donc ça c'est plutôt pas mal. Niveau histoire, il déclare qu'on explorera de nouvelles comme d'anciennes intrigues, sous-entendu des intrigues de la série Netflix, et quand on sait que Born Again a été un cadre assez large, assez souple pour la saison 3 de Daredevil sur Netflix, on peut se demander ce qui va s'y passer. Moi je crois pas qu'il y aura de lien direct avec cette histoire des comics, je vous conseille plutôt de lire le run de Chris Samney, de Mark Waid, Paolo Rivera et compagnie. Si je devais parier sur une adaptation, ça serait sur celle-ci. Vilain. Et c'est un grand classique, le dernier bouquin de recueil de nouvelles en prose d'Alan Moore est sorti, donc ça pousse évidemment certains journalistes à lui poser toujours les mêmes questions, qu'on lui pose depuis 10-15 ans, pour faire toujours les mêmes les mêmes titres. Alan Moore a critiqué les super-héros, ce qui pousse certains à dire oui, le vieux est devenu complètement sénile et il crache dans la soupe, alors que pas du tout, ce sont des discours qu'on peut retrouver il y a des années de sa part. Il y a tellement de questions à poser à Alan Moore en dehors de ces marronniers à la con, genre l'hiver il fait froid mais appliqué à Alan Moore. Moi ça m'irrite comme une burne après un marathon que tu as couru dans un jean slim, que tu as pris une taille en dessous. Les meilleures interviews d'Alan Moore maintenant ce sont plus forcément celles qui parlent de super-héros. Alors là le prétexte c'est qu'il y a une nouvelle dans le recueil qui parle de super-héros, donc forcément tu peux y aller, mais j'espère que sur les prochains on va un petit peu le lâcher avec ça. D'ailleurs, la Warner a trouvé un moyen encore de surfer sur Alan Moore dans la série dont le titre a été rallongé, avec la mention les origines du majordome de Batman, Pennyworth. On l'avait vu dans le trailer et là ça s'est précisé dans l'épisode de la semaine. Désolé pour le spoil, mais il semblerait qu'il y ait un personnage à l'effigie de Guy Fawkes, donc à l'effigie de V dans V pour Vendetta. C'est pas si choquant que ça en soi quand on sait que la série s'en fout complètement de sortir des sentiers battus du canon des comics et qu'elle parle en plus de la montée d'un fascisme en Angleterre, donc on est tout à fait là-dedans et ça fait des années d'ailleurs que les réalisateurs sont cohérents et en parlent. On pourrait même dire que Pennyworth, Gotham, dont c'est le préquel, et V pour Vendetta se déroulent dans le même monde, sauf que le problème c'est que l'ayant droit principal, David
David Lloyd, le dessinateur de V pour Vendetta, à qui Alan Moore a cédé tous ses droits sur les adaptations puisqu'il voulait plus en entendre parler, hein, comme quoi il n'est pas si sénile que ça et il ne crache pas du tout dans la soupe, et bien lui n'a jamais été contacté ni par la Warner ni par DC pour l'utilisation de son personnage et du masque qu'il a quand même créé lui-même, même si celui-ci semble avoir été acheté à la foire fouille. Les fans de la série disent que c'est tout à fait pertinent et cohérent avec le propos de celle-ci, mais attention, on peut venir s'amuser à jouer avec les anachronismes, à jouer avec les différentes iconographies, à se mélanger le réel, la fiction, mais on ne peut pas, non, jamais squeezer la part qui revient de bon droit à un artiste qu'il a mérité. Donc allez, réglons ça, un go 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 Warner and before the 5th of November. Fondation. Et puis entre les planches qui bâtiront les estrades de leurs futures adaptations en tout genre, eh bien on sait qu'il va être incarné sous les traits de Borat, on sait qu'il se cache dans le détail, eh bien ça sera Mephisto, et beaucoup de variants apparemment, qui va faire galérer les Vengeurs dans Avengers Assemble Alpha, par Jason Aaron et Brian Hitch, qui sera le point culminant de 4 ans de Vengeurs par Jason Aaron. Un run qui s'étend sur la vie de Michel Drucker, de la préhistoire jusqu'à nos jours, et Erika Schultz et Edgar Salazar viennent nous ramener dans le passé, à une époque où Laura Kinney n'était pas Wolverine, mais simplement X-23, l'époque d'Utopia, pour un récit intitulé Deadly Regenesis, où on verra un nouvel arch-ennemi pour X-23. Puis dans le futur, en juillet cette fois-ci, un Marvel se mangera à la sauce manga, puisqu'ils vont sortir un album d'illustrations, d'histoires, avec une vingtaine d'artistes japonais, d'artistes mangaka. Peach Momoko sera évidemment de la partie, donc ça promet un choc des styles. Mark Millar est d'humeur à mélanger, puisqu'il va nous proposer un grand crossover de 4 de ses derniers titres, donc Nightclub, The Magic Order, Nemesis qui revient, et un 4e titre qui n'a toujours pas été annoncé, mais il a simplement dit que ça serait dessiné par Frank Quitely, donc nous, ça nous suffit, donc de quoi faire beaucoup parler, mais en tout cas on sait que c'est toujours des pépites visuelles, puisqu'il paye bien ses artistes et qui s'entourent vraiment des meilleurs. Il y a Olivier Coipel qui sera un petit peu aussi de la partie sur des titres qui viendront plus tard en 2023. Et puis justement on peut être fier de nos artistes Elsa Chartier et Pierrick Collinet, qui viennent s'associer avec James Tannion de Force pour proposer en financement participatif la réalisation d'un court-métrage d'horreur, Room Service, accompagné de son artbook qui vient documenter les origines, la genèse du projet, ainsi que les décors, enfin toute la partie graphique. Ça se repose sur un fondement de l'horreur, à la torture psychologique. Tout a un prix dans ce monde, et on va voir jusqu'où sont prêts à aller des pauvres galériens à la merci de riches qui leur proposent de l'argent et de faire n'importe quoi pour. Moi, il me tarde vraiment d'en savoir plus. Lisez, cette semaine je vous parle de 2 projets Ulule, c'est des potes, j'ai aucun problème avec ça. Le premier, c'est Richard Di Martino qui propose son Mosh and Pete, qui vient raviver l'esprit des poches qu'on pouvait lire en kiosque à l'époque, Pif, Hercule et compagnie. Là ça s'appelle Mosh and Pete, 2 héros, personnages anthropomorphiques qui peuvent se foutre dans des situations complètement improbables. Il y a différentes contreparties, je vous laisse aller voir puisque le lien est dans la description. Et le deuxième, c'est celui de la Capitaine Lynn, qui vous propose soit de vous initier à la taromancie, soit d'apprécier de jolies illustrations sous format de cartes de tarot, puisqu'elle revisite un jeu de tarot marseillais avec ses références à elle, qui peuvent être tirées de la BD, des comics, de séries, de ciné, enfin de plein d'endroits différents. Il y aura un carnet de bord, comme tout bon capitaine, pour venir préciser quelques détails du projet, et puis pour venir combler l'aspect graphique. Alors il y aura aussi une technique d'impression intéressante, puisque c'est du riso qui est beaucoup moins consommateur en énergie. Voilà, toutes les cartes sont presque entre vos mains, puisque le lien est dans la description, je vous laisse aller voir. Moi, j'ai pas lu grand chose avec beaucoup de boulot, les conventions et tout ça, qui vaille le coup d'être mentionné ici. Peut-être quand même le Thunderbird, le Giant Size Thunderbird de Nila Rose, de Steve Orlando et de David Cutler, qui vient justement introduire de nouveau Thunderbird, ressuscité pour l'époque Krakoan. Donc vous avez le frère de Warpath, qui est célèbre parce que c'est un des premiers X-Men morts en mission, simplement parce qu'il a voulu aller se fighter contre un avion à coups de poing. Ne faites pas ça chez vous. Mais ça fait plaisir, déjà parce que j'aime beaucoup son frère, et puis parce que ça vient questionner donc ses racines Apache, ce que c'est que d'être un mutant, ce que c'est que d'être un héros. Donc c'est vraiment à lire pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où j'essaie de lire chacun d'entre vous, et j'essaie, mais j'y arrive pas parce que j'ai trop de taf, de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est votre espace de liberté depuis 7 ans maintenant. Je vous fais d'immenses bisous. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. D'ici vend le Superman numéro 1 de 1939 sous forme de NFT en 3
versions, hein, communes, rares et légendaires. Ils se sont crus dans Pokémon, les types. Ah non, mais attendez, j'ai envie de foutre des orties dans l'urètre, celui qui a eu cette putain d'idée, quoi. Et pourquoi pas un pack NFT corruption de mineurs sponsorisé par Jean-Marc Morandini, alors?